et bienvenue à Zoothérapeutiquement Atypique. Pour l'émission numéro 6. Aujourd'hui, on aborde, Magali, le sujet d'un animal partenaire qui nous tient tellement à cœur, le lapin. Yes, c'est un animal qu'on considère comme fragile, mais qui a une présence vraiment rassurante et importante dans nos interventions. On peut dire du lapin que c'est un thermomètre à émotion qui va nous aider à en apprendre un peu plus sur l'état actuel de du bénéficiaire, dans le fond, qu'on va aller visiter dans le milieu. Oui, on va également parler de son rôle en tant qu'intervenant, mais au niveau sensoriel. Donc, tout ce qui est au niveau de la richesse des interventions qu'il apporte, au niveau de son pelage également. Puis le lapin, si vous ne le saviez pas, c'est vraiment un animal qui apprend très, très rapidement. C'est un animal qui peut vivre en maison, aller dans la litière, un peu comme un chat, finalement. C'est un animal vraiment intelligent que, parfois, on ne pense pas lui apprendre des choses, des tours, des commandements, un peu comme un chien, mais tout est possible, finalement. Moi, en fait, je vais vous dire, j'ai commencé à travailler avec le lapin, pas parce que je voulais travailler avec un lapin, mais parce que je trouvais ça mignon. Regardez sa petite frimousse. Là, il vient de s'étirer, de se coucher, il se met à l'aise. Ça, c'est vraiment un lapin qui présente comme des signes qu'il est bien. Qu'il est bien. Il respire, il observe. César, de son nom, en fait, c'est un lapin nain. Il est néerlandais. C'est un lapin qu'on m'a... j'allais dire donné, mais c'est toi, en fait, qui l'a apporté. Oui, ben on m'a contacté, en fait, parce que c'était un petit lapin qui était tout seul dans sur une grande ferme, sur une grande terre, finalement. Puis la famille ne pouvait plus s'en occuper, là, il n'y avait pas assez de temps, puis il voulait vraiment lui offrir une vie à la hauteur de sa douceur, finalement. Donc, elle m'a demandé si mon amie Magali ne voulait pas l'accueillir dans son équipe. Je suis tombée en amour, Magali aussi, puis on a fait les démarches pour l'accueillir dans notre grande famille de partenaires, finalement. Il faut savoir que César, c'est un petit lapin qui a un très grand cœur, mais qui est très curieux aussi et très intelligent. On travaille avec beaucoup d'autres lapins dans d'autres circonstances aussi. Mais César, on l'apporte en intervention des fois pour des moments, des objectifs plus spécifiques, au niveau parfois de l'apaisement de la personne, de la respiration de la personne. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec le lapin, par exemple, dans une séance où est-ce qu'on va travailler avec des adolescents au niveau de l'anxiété? Oui, bien sûr. Ben, en fait, on va souvent se présenter là, dans des polyvalentes, dans des maisons de jeunes. J'en passe, dans des centres de pédiatrie, on va dans des organismes, on se dans déplace. Les garderies, même dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées. Donc, César, en fait, il va nous permettre à développer notre capacité à bien respirer via le diaphragme, en fait. Donc, on va demander aux enfants de s'étendre sur le dos, sur souvent un coussin, un pouf qui va être à disposition, une couverture. Puis, on va aller déposer, en fait, le lapin directement sur son ventre. Donc là, on va vraiment pratiquer l'exercice de... respirer, mais pas par... Pas par le torse. Pas par le torse, mais bien par le ventre pour permettre au diaphragme de s'ouvrir, ce qui va vraiment créer un relâchement musculaire. Donc, ici, on apprend aux enfants à bien respirer pour faire face aux situations stressantes, anxiogènes. On parle d'examens, on parle peut-être de conflits familiaux aussi parfois, de conflits avec les amis, de prendre une bonne respiration avant d'agir ou de confronter peut-être parfois aussi. D'apprendre à mieux gérer ses émotions, en fait, puis de canaliser tout ça. On travaille également avec, en zoothérapie, le géant des Flandres, qui est un lapin très, très grand. Et celui-ci, il nous sert... Bien, il nous sert. J'aime pas dire ça parce que nos animaux, c'est des partenaires et non des outils de travail. Donc, nos partenaires, ils nous accompagnent, oui, à différents moments. Et on avait un lapin qu'on appelait Jack et qu'on allait spécifiquement rencontrer les enfants en bas âge pour, justement, raconter une petite histoire. Oui. Donc, annuellement, nos lapins se transforment en
Lapin de Pâques! Donc, on va vraiment aller raconter des histoires interactives avec le lapin et souvent les enfants. On peut même adapter les histoires aux personnes âgées aussi qu'on va animer dans les résidences privées, des résidences personnes âgées, CHSLD. Donc, on va travailler la motricité, en fait, aussi, beaucoup avec le géant des Flandres, par, oui, la lecture, mais aussi en apportant différents outils, différentes activités. Donc, on met en contexte, on va travailler les couleurs, les formes, le vocabulaire. Beaucoup, on est beaucoup dans la lecture facilitée par l'animal. Oui, c'est ça, vraiment, vraiment beaucoup. Oui. Puis, on va aussi utiliser beaucoup ses habitudes de vie, son mode de fonctionnement, son comportement, pour aller apprendre des choses démystifiées. Comme tu parlais au niveau du langage, on va parler des fruits, des légumes, on va démystifier c'est quoi les deux catégories auprès des jeunes enfants. On va parler des couleurs, des textures, du goût, des intérêts de chacun face à la nourriture, d'essayer des choses, puis peut-être parfois même qu'on va se faire voler une petite croquette de pomme par un enfant. Ça, oui. Quand on fait des ateliers de nourriture, en fait, pour apprendre à quantifier aussi les choses. Puis on responsabilise les enfants beaucoup, même par rapport au lapin. En prendre soin, c'est prendre soin de soi aussi. Donner des bons aliments, c'est de se donner aussi des bons aliments. Fait qu'il y a tout au niveau de transposer, en fait, ce qu'on offre au lapin comme bien-être à nous. Et durant les camps, les jeunes, justement, hein, ils sont là, puis ils viennent nettoyer, en fait. Ils deviennent autonomes, ils se responsabilisent par eux-mêmes en se séparant des tâches. Et même au niveau de la quantité de nourriture, tu sais, les enfants en bas âge, quand on dit qu'il faut nourrir le lapin, c'est pas... je donne une grosse assiette parce que nous, on mange une grosse assiette. Et je fais toujours la belle exemple de, moi, je suis un humain, mon ventre, il est gros comme ça, je mange une assiette grosse comme ça. Mon petit lapin, lui, son ventre, il est peut-être petit comme ça. Fait que je ne donnerai pas une portion que je mettrais dans une assiette. Fait que l'enfant apprend aussi à décortiquer, donc on développe tout au niveau de son système de pensée, au niveau cognitif. La conscience, un petit peu, là, de... Oui. Des choses de l'autre, du gaspillage. On a beaucoup de choses, de sujets, en fait, qu'on aborde via simplement une intervention avec un lapin, par exemple. J'utilise aussi beaucoup on a eu des lapins angora. On en a eu un en particulier. C'est un partenaire de travail très sensoriel. Lui a un pelage très long. C'est un animal qui est... Oh, il s'étire! Voyez-vous à quel point ils sont bien, nos animaux. Il se sent en sécurité, il se sent confiant, à l'aise. Il n'a pas envie de se cacher, de se sauver, de s'en aller. Oui, c'est ça. Puis peut-être, possiblement, que si je mets ma main, il va initier un contact, voyez-vous. Oh mon Dieu! T'es bien, mon petit lapin! Fait qu'avec un lapin d'intervention, on va lui apprendre différentes choses pour qui ait envie de créer une relation, en fait, avec un être humain. On ne force jamais un animal. C'est dans notre travail, c'est dans notre code d'éthique, c'est dans notre code de bien-être de l'animal. Puis, à la limite, ça devrait faire partie, même en tant qu'éducateur spécialisé, avec le code qu'on a de déontologie, je veux dire, prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de l'animal aussi. Tu sais, je veux dire, c'est un autre, c'est une entité à part aussi. Voilà. Tantôt, on parlait un petit peu que, justement, le lapin va être très intelligent. On va être capable de lui apprendre des tours, justement, de pratiquer, de travailler. Puis, justement, on va vraiment travailler avec notre lapin pour lui apprendre à faire des parcours qu'on va appliquer durant des interventions en zoothérapie dans plusieurs milieux, encore une fois. On est vraiment capable d'adapter beaucoup d'activités avec le lapin pour chacune des clientèles, finalement. J'aime bien quand tu parles de parcours avec le géant des Flandres. On en a quand même plusieurs. Là. Je compte rapidement. Oui, c'est ça. On a peut-être diminué un peu. Mettons qu'on dit 5. Mettons qu'on en a 5. Moi, je dis 10 de même. Tu sais. Mettons qu'on dit 5, géants des Flandres. On leur mettait des harnais. C'est des animaux qui ont une grande capacité à
courir, à vouloir explorer, à vouloir sauter. Donc, c'est des lapins qu'on créait des parcours, en fait, pour travailler avec les jeunes, tout au niveau de leur fonction exécutive, mais aussi au niveau psychomoteur. On crée des parcours, avec différents matériaux. Puis des fois, on demandait même aux enfants de créer leur propre parcours, justement pour tout au niveau de la créativité, de la collaboration à l'autre, en équipe. Moi, je pense aussi à faire des choix, prendre des décisions dans la vie. C'est pas toujours facile, fait qu'on va se pratiquer. Prendre des choix, mais aussi accepter l'idée de l'autre. Oui, c'est ça. Vraiment. On a eu aussi la chance de travailler avec des lapins tête de lion. Oui. Comment ils sont, eux autres? Ils ont comme une belle petite crête de lion. Hein? Ils ressemblent à des lions. Moi, je trouve que c'est comme des petits fleurs, là, tu sais. Comme des petites fleurs. En fait, ces lapins-là sont vraiment adorés par leur apparence, leur expression. Ces sortes de lapins-là, c'est avec eux qu'on va travailler beaucoup les émotions. C'est des lapins qui sont très doux, affectueux, qu'on veut câliner, mais tout dépendant du lapin, ils veulent pas tous se faire câliner. Puis c'est ce qu'on veut faire respecter aussi, puis ce qu'on veille à en tant que zoothérapeute. Il y a les lapins Rex. Oui, des petits lapins Rex qui sont très, 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 très doux. C'est comme du velours, ça. C'est quelque chose. On en a eu un, Coco, que les jeunes ont vraiment apprécié, travailler avec eux. Eux, on va travailler beaucoup au niveau des textures. Avec peut-être des enfants ou des adultes, mettons, TSA, déficience intellectuelle, déficience physique, même les enfants à la garderie. Donc, on va tout au niveau des textures, quand c'est rude, quand c'est piquant, quand c'est doux. On va apporter différents matériaux pour décortiquer puis apprendre des choses qui sont dangereuses aussi, faire attention quand c'est piquant. Voilà. Il y a j'aime bien les béliers. Ils sont assez particuliers, eux. Ils ont vraiment des oreilles par en bas. Par en bas. C'est comme un tronçon d'arbre. Puis ça... Non, mais c'est quand même très, très, très gros ici. Puis très corpulent. Ben, c'est dur. On dirait vraiment comme un morceau de bois, comme un cerf. Puis il y a les oreilles qui descendent ici. Ça, il y a une petite particularité. Donc, on parle du langage corporel du lapin. Hein? Tout à l'heure, tu l'as nommé, il s'étire, il a le goût d'explorer, de bouger, il se cache pas. Oui. Mais au niveau de ses oreilles aussi, c'est vraiment un bon indicateur de savoir comment mon lapin il est. S'il a peur, il est curieux, il écoute. Fait que c'est vraiment un bon indicateur. Mais chez le lapin bélier, c'est un petit peu plus complexe. Bien, en fait, comme certains chiens qui ont peut-être pas de queue, ou que leurs oreilles sont par en bas, comme idéfix. Donc, au niveau des signaux, ça va être plus difficile à repérer. Je fais une belle comparaison. C'est comme les gens tu sais, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui ont de la difficulté à décortiquer les émotions. Puis je connais des gens qui sont autistes puis qui le vulgarisent puis qui le disent très bien puis qui sont pas mal à l'aise de ça. Ça fait partie des traits. Mais dans le sens que ils ont de la difficulté à repérer les signaux que présentent les gens qui leur projettent autour. Fait que c'est la même chose pour certains animaux avec lesquels on travaille qu'on va avoir de la difficulté à justement savoir comment ils se sentent. Fait que c'est tout dans les signaux non-verbaux, dans son langage corporel, comment il va se déplacer, comment est-ce qu'il va se positionner, sa tête, son corps, ses fesses, ses pattes, comment il va se recroqueviller ou qu'il va avoir peur puis prendre la fuite. Puis, bien, j'aime ça ce que tu dis. Je vais juste faire du pouce sur le fait qu'avec notre lapin, on va souvent prendre des moments d'observation. Où est-ce qu'on va s'installer? On va regarder un petit peu le comportement de notre lapin avec la clientèle. Ouais. Donc, on va vraiment prendre le temps de démystifier tous ces signaux-là, essayer de les comprendre et peut-être aussi de les refléter sur les êtres humains aussi. Fait qu'on va aller travailler la compétence à repérer ces signaux-là, autant chez l'animal que chez l'humain. Exact. Et en fait, on veut pas un animal stressé non plus en zoothérapie. C'est dans notre rôle, comme je disais, de justement choisir aussi le bon partenaire. C'est pas tous les lapins, en fait, qui vont vouloir faire de la zoothérapie, qui vont vouloir se manipuler, entrer en relation. Fait que c'est vraiment de bien connaître son partenaire quand on travaille là-dedans pour choisir un... Oh, c'est intéressant.
je sais pas si vous avez vu, on a entendu un son, le lapin s'est figé. Et même ses pupilles, hein? T'as-tu vu ça? Ils ont comme... Je l'ai vu Ses yeux ont ouvert. Ouais. Puis là, il est devenu un petit peu plus... c'est très, très, très subtil parfois, OK? Les petits détails, mais nous, c'est dans ce genre d'intervention-là qu'on va observer justement la relation avec l'autre. On utilise le lapin dans différents contextes cliniques. On a parlé avec les ados, en garderie, résidence de personnes âgées. On va beaucoup favoriser la stimulation, en fait, des personnes au niveau cognitif et au niveau émotionnel. On arrive dans les résidences et c'est pas rare que les gens, bien, ils veulent avoir un lapin. Oui, le chien, c'est le fun, on fait des activités, on fait des choses, mais le lapin, ça vient comme apporter une sécurité, un réconfort, un lien affectif que bien, peut-être qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. On a des lapins dans notre équipe qui adorent se faire prendre, qui adorent se faire caresser, qui adorent se faire brosser, se faire nourrir. Et bien, pour ces clientèles-là qui sont un petit peu plus vulnérables, un peu plus seules, mais le lapin vient créer vraiment un réconfort. Là. Le sentiment d'attachement qui va vraiment se développer entre les deux. Ouais. Exactement. Prendre soin de l'autre, même si on n'a pas toujours l'occasion de le faire, bien, à ce moment-là, c'est vraiment... ça vient vraiment permettre à la personne de comprendre qu'elle est encore capable de prendre soin des autres, de prendre soin d'elle, puis de donner de l'amour, finalement. Hein. Vraiment. C'est pas rare qu'on voit des participants aussi avec un lapin. Bien, en fait, les avoir sur eux, pas parler du tout, puis tout d'un coup entrer en relation, puis là, on va les entendre commencer à murmurer des mots. Des mots, oh, mon petit lapin, oh, mon petit chat, oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je m'ennuyais de toi. Ah, que t'es beau aujourd'hui, je suis sûre que t'as faim et que tu veux de la nourriture. Donc, il y a des pas des enfants, mais il y a des gens, des personnes âgées pour qui, bien, le contact social n'est plus là, mais dans le contexte de zoothérapie, où est-ce qu'on apporte la personne à prendre tranquillement contact avec l'animal puis se rendre compte finalement qu'elle est sur elle aussi, parce que des fois, c'est ça qu'il faut créer, bien, toute l'intervention prend son sens. L'animal va créer des ponts entre la personne qui ne parle pas puis le contexte de on va l'apporter à vraiment être dans le monde réel puis venir créer une vraie relation. Oui. La parole elle dépasse les mots, genre. Oui, bien, ça initie la conversation, finalement, être capable de nommer des choses, de parler pour des gens qui n'ont pas l'occasion de parler souvent à quelqu'un. Ou, ben, c'est une question, moi, que je vais poser souvent aux gens. Dans des résidences de personnes âgées, souvent, on voit des gens qui vont être plus dans le salon, dans la salle commune, versus des gens qui vont être un petit peu plus à l'écart dans leur chambre, qui vont être bien dans leur environnement. Ils ne développeront jamais de communication, de lien avec les autres résidents du même endroit. Donc, à ce moment-là, ils restent vraiment isolés, toujours dans leur chambre, ne parlent pas beaucoup. Fait que c'est vraiment... ça leur fait du bien. On va parler souvent de la triade, okay, de la triade d'intervention. La triade d'intervention. Donc, avec le lapin, bien, vu que le lapin, bien, il parle pas beaucoup, il fait pas beaucoup d'interventions, puis bien, il entre en relation, mais que c'est léger, bien, la communication, comme je disais, va passer par le non-verbal, la respiration, la gestuelle. Puis là, c'est à nous de poser des questions. Comment le participant approche le lapin, mais comment il se sent aussi. Puis on va lui demander également aux participants comment tu penses que le lapin se sent. Comment il pense que le lapin se sent. Puis c'est quoi les moyens qu'il utilise pour s'apaiser. Puis on va demander à la personne après ça, bien, comment lui se sent, puis qu'est-ce qu'il utilise finalement comme moyen lui-même pour s'apaiser. Puis après ça, bien, on va peut-être prendre des trucs du lapin, puis nous, dans le fond, dans l'intervention, venir outiller puis venir créer quelque chose pour faire le lien dans tout ça. J'ai envie qu'on parle d'un autre animal aujourd'hui, Jessica. Yes! On va faire un changement, regardez ça, la magie de la télé. Magie de la télé! Donc, on plonge maintenant avec un petit rongeur qui est herbivore et bien, qui est un petit thérapeute. Oh, il ferme ses petits yeux présentement. Qui a des petites moustaches. On passe rarement à ces petits rongeurs, dans le fond, qui ont vraiment un grand cœur, eux autres aussi. Ils sont expressifs, rassurants, volubiles. Ils font du bruit, ils roucoulent, ils ronronnent. Ils sont vraiment gourmands aussi. Et j'ai nommé le cochon d'Inde pour la normalité. Mais
Le cochon d'Inde, en fait, c'est un petit animal en intervention qu'on veut utiliser dans beaucoup de milieux, dans pratiquement tous nos milieux, avec toutes les clientèles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le cochon d'Inde, toi? Ben, en fait, le cochon d'Inde va souvent être confondu de par ses similitudes. Il va être comparé souvent au hamster. On va souvent le mélanger un petit peu avec le lapin aussi, quand on ne connaît pas beaucoup cet animal-là. Il a l'air d'un gros rat. Il a l'air d'un gros rat, c'est ouais. ça. C'est comme plein d'animaux mélangés ensemble, on dirait, là, mais c'est ce qui fait son charme, je trouve. Moi, je porte beaucoup les cochons d'Inde dans mon cœur. C'est comme un petit... Les petits cochons mous, comme on les appelle. Les petits cochons mous, là. Ils sont d'origine de l'Amérique du Sud. Oui. Mais à ce temps, on en a un peu partout, là. Oui, c'est ça. Ben, Ouais. Au Pérou aussi, ils en ont beaucoup. Oui. Puis justement, c'est vraiment le cochon d'Inde, c'est un petit animal qui est curieux, qui est vif d'esprit, qui est bien approché. Avec une bonne approche envers lui, on est capable vraiment de lui apprendre des choses à lui aussi. Je trouve que les émotions, ils se rapprochent beaucoup de nous. Le cochon d'Inde, un peu plus comme les autres animaux, là, le cochon d'Inde a vraiment un système d'émotions comme un peu qui se rapproche à l'humain. Ouais. Ça reste une proie quand même, hein? Donc c'est sûr qu'il va toujours... il va avoir des petits réflexes comme vouloir se cacher parfois quand il va être un peu plus mal à l'aise. Fuir beaucoup. C'est un animal qui peut pas être toute seule. Là, vous l'entendez pas, vous ne le voyez pas non plus, mais il est toujours avec un autre cochon d'Inde. Les cochons d'Inde, c'est pas des animaux qui sont solitaires. Donc, ils sont grégaires. Ils sont grégaires. Ils ont toujours envie d'être avec un autre animal. Caramel vivait récemment avec un... Bien, il vit toujours avec César, que vous avez vu tantôt. Puis avec Flocon, qui est arrivé pas si longtemps, qui est un autre cochon d'Inde, tout blanc, et qui est albinos aussi. Caramel, je crois qu'il est... Je sais pas d'où ce qu'il vient. Lui, je crois que c'est la SPA qui nous l'avait donné il y a quelques temps, quand même plusieurs années. Caramel, c'est un animal qui est très... C'est comme tu disais, là, très curieux, très gourmand. On fait des ateliers de toutes sortes avec des fruits, des légumes. Et c'est là que les enfants, bien là, ils décident de manger. Et même les personnes âgées, quand on fait des ateliers de cuisine... Oui. On finit par tout le monde goûter un céleri, une carotte, une pomme, bout de pomme. Ouais. Il y a plusieurs aussi races de cochons d'Inde. Si vous en avez à la maison qui ne ressemblent pas aux nôtres, c'est normal. Il y en a qui ont le poil long, il y en a qui ont le poil court, il y en a qui ont des beaux frisous de mouton. OK? Il y en a de toutes sortes. Il y a le péruvien qui est à poil long, justement, qui est très soyeux. Avec lui, on fait beaucoup d'activités sensorielles. On va brosser ce cochon d'Inde-là qui a quand même une longue toge là, de poils là, à l'arrière. Donc, c'est très le fun. L'Américain, comme celui, a le poil court, soyeux. Et c'est un cochon d'Inde qui est considéré comme quand même très calme. Et on a l'Abyssin, qui, lui, est frisé. Dans le fond, il y a des rosettes partout. On le voit, il est ébouriffé. Lui, il stimule beaucoup la curiosité là, de nos clients. Puis, ça me fait penser à toutes leurs différences au niveau du poil, tout ça. D'entrer en relation avec des gens qui ont auparavant été coiffeurs, coiffeuses, ça vient vraiment rappeler des souvenirs. Ou comme on a un petit cochon d'Inde qui a une crête, là, comme un mohawk. Oui, ça permet vraiment d'aborder plusieurs sujets, d'ouvrir la conversation, d'aller en apprendre plus sur la personne aussi, juste par l'apparence de l'animal. Et parfois même au niveau de la sexualité. Ah oui. Parce que le cochon d'Inde, même tout autre animal, ben, on ne peut pas savoir si c'est un gars ou une fille. Puis parfois, en intervention avec certains clients, ben, on se pose des questions au niveau de l'orientation sexuelle, au niveau transgenre, au niveau... Bon. Et, ben, l'animal, c'est l'entrée de jeu parfait. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi son sexe. Puis, c'est pas grave, en fait. On va entrer en relation avec cet animal-là dans le non-jugement, en fait. Totalement. Ouais. Savais-tu c'est quoi l'autre nom pour le cochon d'Inde? Les cobayes. Pourquoi on appelait ça des cobayes? Parce qu'on fait des tests un petit peu, bien, sur eux, un petit peu comme on fait avec les rats, finalement. C'est un animal qui a vécu, qui nous a apporté, par exemple, peut-être... Au niveau de la recherche, oui. C'est ça, au niveau de la recherche. Donc, on peut voir souvent le nom de cobaye ou cochon d'Inde. Oui, c'est pour ça. Oui. Ouais.
On aime bien l'apprendre quand même parce qu'il y a toute une histoire derrière tout ça. Je veux dire, justement, au niveau de l'alimentation, les médications, les soins de beauté et tout. Le cochon d'Inde a participé à beaucoup de tests, comme encore probablement aujourd'hui. Les cochons d'Inde, ils sont très doux, très sensibles. Ils sont réceptifs beaucoup aux émotions humaines. Donc, beaucoup de gens, et on le voit aussi dans nos interventions, vont vivre de la tristesse. Et le cochon d'Inde va vouloir venir réconforter. Et il va beaucoup roucouler, mais on va... couine. Moi, je dis roucoule, c'est parce qu'il fait toutes sortes de bruits. C'est ça. Des fois, il roucoule, des fois, il couine. Mais le ronronnement, c'est particulièrement typique des cochons d'Inde qui sont bien. Comme un chat qui va ronronner, finalement. Ouais. Bien, c'est parce qu'il va démontrer clairement qu'il se sent bien, qu'il est confortable, qu'il aime l'autre personne avec laquelle il est avec. Les cochons d'Inde ont un impact sur beaucoup de personnes. Vraiment. On va parler ici autant, justement, des enfants avec lesquels on va apprendre plus l'approche en douceur avec le cochon d'Inde. Ça reste un petit animal qui est fragile. Qui est vulnérable. Qui est vulnérable. Donc, on va vraiment parler de l'approche, de la douceur. On l'entend un petit peu, hein? Il jase. Il nous parle. T'es d'accord, Caramel? Donc, avec les enfants, d'apprendre au niveau de l'approche, de la douceur. Avec les personnes âgées aussi, on va plus au niveau du réconfort, de prendre soin, de l'observation. Je me souviens aussi, on avait fait une activité où est-ce qu'on avait apporté justement un cochon d'Inde femelle, un cochon d'Inde garçon, où est-ce qu'on les a pas mis ensemble. Ne les mettez pas ensemble. Jessica était très stressée. J'étais très stressée. Hein? Moi, ayant la femelle à la maison, j'ai comme... Correct, le bébé, ce sera pour plus tard peut-être. On a déjà 4 cochons d'Inde, ça va aller. Donc, on a vraiment parlé au niveau de la relation de couple, au niveau de l'amour, au niveau... du désir, de la séduction. Les cochons d'Inde se parlaient, puis là, c'est comme, ils faisaient leur chant, là, puis ils avaient envie de se séduire, c'est beau. Fait que, pour des personnes âgées qui, parfois, sont dans des résidences, qui vivent des fois ensemble, qui peut-être sont plus ensemble, ou que l'un d'eux est décédé, bien, il y a toute cette parcelle-là dans... qu'on jase avec eux, finalement. Puis le cochon d'Inde, bien, il vient apporter comme un support à l'intervention. Ouais. C'est les cochons d'Inde inspirent beaucoup à l'empathie aussi, puis à la protection. Les jeunes qui vivent beaucoup de... Je fais ça. On va te mettre un micro, Caramel. Ouais, il nous fait des petits bruits, c'est beau, ouais, hein? Je sais pas si vous allez l'entendre. L'entendez-vous? Le cochon d'Inde, il y a un impact sur les gens qui vivent de l'anxiété, qui vivent des troubles sensoriels aussi, qui sont toutes seules, qui vivent une difficulté d'attachement. Donc, le cochon d'Inde va vraiment créer une sécurité, comme je disais. Au niveau affectif, ouais. Un petit peu. On les voit comme dans la garderie, on les voit dans les écoles. On travaille beaucoup au niveau du développement de l'attention, en fait, puis de la concentration, parce qu'on va faire des choses à l'animal. Donc, l'enfant va devoir ralentir son rythme pour travailler avec l'animal, puis vraiment réussir l'objectif. Fait qu'on apprend à l'enfant à, justement, revenir au moment présent. Le cochon d'Inde va stimuler les sens, va encourager la communication. Puis il n'est pas rare qu'on voit une personne qui ne parle pas commencer à murmurer des mots, des sons, parce que le cochon d'Inde, est volubile, puis crée déjà du son, puis veut entrer en relation avec la personne. On va aussi démystifier au niveau des parties de son corps. Donc, on va essayer de comparer, de rechercher l'animal au travers de plusieurs pictogrammes qu'on va utiliser des parties du corps. Donc, on parle des pattes, des oreilles, du nez, des yeux. Dans ce cas-ci, on n'a pas de queue parce que le cochon d'Inde n'a pas de queue. Je vous l'apprends aujourd'hui. Il y a comme un coccyx, comme nous, un peu. Ouais. Fait que le cochon d'Inde... c'est ça, il n'y a pas cette partie-là du corps, mais on va vraiment aller démystifier à reconnaître l'animal de par le nombre de doigts qu'il va avoir sur ses pattes. Parfois, c'est différent des pattes avant, des pattes arrière, le lapin, le cochon d'Inde, le rat, le hérisson. Vraiment, ils sont tous différents. Ils sont tous très différents. Puis c'est vraiment ce qu'on va aller travailler au niveau de l'observation, au niveau d'être capable de décoder,
de trouver, en fait. De prendre des initiatives. Oui. Aussi, quand on veut travailler avec les jeunes, là, de se responsabiliser, de donner de la nourriture, d'en prendre soin, de veiller à changer sa litière, le brosser, peut-être le promener, lui donner les bons aliments qu'il a besoin. Puis le cochon d'Inde, bien, il reconnaît les voix. Il veut entrer en interaction. C'est un animal qui reconnaît les voix, les odeurs, les sons. J'ai le goût d'ajouter aussi la main. Par exemple, moi qui ai les cochons d'Inde à la maison, on a une grande cage qui est ouverte, puis on est capable de mettre notre main dans la cage, puis le cochon d'Inde apprend à reconnaître la main. Fait que parfois, il va vouloir se lever un petit peu, se relever, lever son museau pour venir sentir la main. Exactement. Hein? Sentir la main. Donc, il va vraiment... Il l'a pas fait beaucoup, là. Fais-le. Il l'a pas fait beaucoup. Je sais pas si moi. Allô, Lilou! Ouais, c'est nouveau. Fait que c'est vraiment de reconnaître parce qu'on est vraiment des géants pour eux. Là. Fait que la main, c'est vraiment souvent ce qui va être en contact avec. Puis c'est moins comme épeurant aussi. Vraiment, oui. Un cochon d'Inde qui va avoir peur va vraiment se recroqueviller, va figer, trembler à la limite. Oui. Ouais. Puis peut-être émettre des cris aussi. Quand on le prend, le cochon d'Inde, il peut crier parce qu'il ne veut pas non plus se faire prendre. Tout à fait. Donc, il va émettre un son pour permettre de mettre sa limite. Et c'est ce qu'on enseigne à plusieurs de nos clients aussi, de s'affirmer pour mettre sa limite. Oui. Vas-y. On va aussi parler, souvent au camp, là, je vais dire, on va aussi construire des enclos. Oui. Où est-ce qu'on va parler des besoins du cochon d'Inde, mais aussi des besoins de l'être humain. On va faire référence beaucoup à la pyramide de Maslow. Donc, de vraiment répondre à son besoin de sécurité, qu'il aille à manger, qu'il aille à boire, qu'il soit bien au chaud, parce que les cochons d'Inde ne peuvent pas endurer des températures trop froides. Les coups de vent, ça peut les rendre malades et être mortels pour eux. Les soins sont très dispendieux aussi en lien avec les cochons d'Inde, là. Savais-tu que sur le plan neurophysiologique, les cochons d'Inde aident à réduire la tension artérielle, le rythme cardiaque, par leur son, par leur ronronnement, par leur présence? Donc, il y a des études qui ont été menées là-dessus. Ah, je trouve ça vraiment génial. Il fait partie vraiment d'une belle évolution, en fait, sur toutes sortes de sphères de la vie, là. Ouais. On force jamais un animal. Comme on disait, il peut crier, il peut bouger, il peut fuir. Nous, on a besoin que le client entre en relation libre avec l'animal pour que celui-ci, dans le fond, reflète des vrais comportements, en fait, puis des attitudes qu'on verrait dans un cadre humain, dans un cadre social. Moi, je pense que j'ai une histoire cocasse à dire, Jessie, qui vient de me rappeler. C'est juste trop rigolo. OK. Vas-y, Jessica, pour l'histoire cocasse. Bien, tout à l'heure, tu as parlé où est-ce qu'on reconnaît pas, d'emblée, on reconnaît pas le sexe du cochon d'Inde quand il va être comme ça. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On ne le sait pas. Puis, je me rappelle où est-ce que tu avais animé un mariage. Un mariage de cochon d'Inde. Oui, oui. C'est vrai que j'ai organisé ça, moi. Un mariage de cochon d'Inde. Ah, oui. Ouais. En caramel, puis... Et Gaston. Ah oui! C'était deux gars. C'était deux mâles. En fait, les enfants du camp, je crois, ou journée pédagogique, ils ont vraiment créé des costumes pour les cochons d'Inde, un beau costard. Des décors. Oui, tout le monde s'était donné. Il y avait vraiment un esprit de collaboration, d'unicité, de reconnaissance de ses propres capacités. T'sais, il y a eu beaucoup d'humilité, là, genre des enfants, de dire, ben moi, je ferais pas un costume parce que je sais pas quoi faire, mais je vais faire un décor. Je vais préparer un bouquet de fleurs. Je vais peinturer des choses. Tout le monde a comme mis la main à la pâte autour d'un mariage pour les cochons d'Inde. C'est tout justement la création de ce lien-là d'attachement envers l'animal, mais envers le groupe et les autres aussi. C'est ça qui est beau dans la zoothérapie, c'est que l'animal va créer tout ça autour de lui. Aussi petit soit-il. Vraiment. Ouais. Oui, vas-y. Je peux bifurquer. Tu as parlé de bouquet de fleurs, puis ça m'a fait penser aussi que c'est des animaux herbivores, comme tu as nommé dès le départ. Donc, avec eux, encore une fois, on va aborder les fruits et les légumes, mais on peut aussi aller chercher au niveau des herbes, les types de fleurs, parce qu'ils sont bien gourmands, puis ils aiment beaucoup les fleurs aussi, certains types, pas tous. On en avait apporté plusieurs types de fleurs dans une résidence de personnes âgées. C'est ça. Donc, on a vraiment fait un bricolage de fleurs. On en a donné, on a démystifié, reconnu quel type de fleurs était. On s'est rappelé des souvenirs. Dans la plastiqueuse.
pour faire des autocollants pour un autre bricolage, mais c'est ça. Hein? Tout ça, il aurait peut-être pour fallu le les faire cochon sécher. d'Inde. C'est ça. Mais vous voyez, donc la zoothérapie, c'est vraiment de partir d'un besoin, d'un objectif, créer quelque chose avec un animal pour justement apporter la personne à se développer. Puis, tu sais, les petites étampes avec les fleurs, juste ça. Pour cette personne-là, pour ces personnes-là qu'on est parti puis qu'on leur a laissé ça, c'était beaucoup. Même les empreintes pleines de peinture dans le... aussi. Ils ont un souvenir de ce moment-là. Ils ont un souvenir de cet animal-là. Puis parfois, ben, c'est peut-être la seule chose qu'ils ont dans leur journée de positive. Parfois, si je pense à des enfants qui l'ont un peu plus rough. Ou la seule chose dans leur journée, si je pense à des personnes âgées, par exemple, qui sont toutes seules puis qui n'ont pas de famille ou de visiteurs autour. Bis, bis. Bis. Ben oui, en fait, je voulais finir en vous disant que ben, le cochon d'Inde, en fait, aussi petit soit-il, ben, il nous apporte, dans le fond, des réflexions, tout ça dans le non-verbal, puis ça nous apporte vraiment ben, Des outils pour mieux répondre à nos besoins, pour mieux avancer dans la vie. Et c'est ce qui complète le 6e épisode de Zoothérapeutiquement atypique. Donc, on se voit pour le prochain épisode. À la prochaine!